Bonjour à tous, merci encore une fois de votre participation à ce webinaire. Aujourd'hui, donc, on va aborder la thématique des mots-clés et du choix des mots-clés qui vont être importants tout au long de votre stratégie de référencement, qui, en plus du SEO, va aussi vous permettre d'obtenir des informations sur votre audience et elle va également être utile pour vos campagnes payantes, pour vos réseaux sociaux et globalement pour toute votre stratégie digitale. La, la première notion qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que la notion de mots-clés est aujourd'hui un peu délaissée par Google et un peu désuète. Depuis que Google a sorti différents algorithmes et qu'il a amélioré la compréhension des requêtes des internautes, aujourd'hui on parle plutôt d'intention de recherche plus que de mots-clés réellement. Donc, derrière cette notion, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous allez devoir identifier des thématiques autour d'un sujet précis, au-delà des mots-clés en tant que tels, il va falloir se poser la question de quelle est l'intention de recherche derrière ce mot-clé-là. Est-ce que l'internaute a plutôt envie de trouver un lieu précis? Est-ce que l'internaute a plutôt envie de trouver des informations génériques? Est-ce que l'internaute a plutôt envie de se rendre quelque part ou de passer à l'acte d'achat? Et tout ça, ça va conditionner à la fois le choix des mots-clés, mais aussi la manière dont vous allez devoir rédiger vos contenus et articuler vos contenus. On verra plus tard dans la présentation que derrière chaque mot-clé, on n'a pas la même intention de recherche et on n'a pas les mêmes actions qui sont faites sur le site. Pour continuer sur cette notion-là, j'ai parlé entre guillemets du monde d'avant, c'est-à-dire que il y a quelques années, pour être bien référencé, il suffisait de répéter le mot-clé, on va dire bêtement, dans les contenus, et en prenant bien en compte les différentes fautes d'orthographe qui pouvaient être tapées par les internautes. Ça veut dire que pour se référencer sur un mot-clé contenant une faute d'orthographe, il fallait obligatoirement l'intégrer dans ses contenus, ce qui générait parfois des textes d'assez mauvaise qualité et qui répondaient assez mal aux besoins de l'internaute. Pour se référencer sur un mot-clé, il fallait le mettre partout, il fallait le mettre dans la base title, dans le H1, dans tous les éléments, enfin à n'importe quelle opportunité qu'on avait pour placer le mot-clé, il fallait le mettre de façon parfois un peu forcée. Et il n'y avait pas du tout de notion de champ lexical. Si vous vouliez vous référencer sur voiture pas chère, il suffisait de répéter 30 ou 40 fois le mot-clé voiture pas chère dans votre page et vous arriviez à vous référencer sans trop de soucis. Ça, c'était vraiment il y a une dizaine d'années. Et petit à petit, Google s'est amélioré pour, d'une part, arrêter que les éditeurs de texte continuent à rédiger de manière trop abusive, et d'autre part, pour améliorer la qualité globale des contenus qui sont générés sur Internet. On avait aussi à l'époque des résultats différents entre le singulier et le pluriel, ce qui parfois occasionnait la rédaction de textes un peu étranges. Donc tout ça, évidemment, c'est fini depuis pas mal d'années. Et aujourd'hui, on parle plutôt d'intention de recherche, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous allez taper dans le moteur, Google va vous proposer des résultats qui sont en relation avec ce que Google estime comme votre intention. On donnera des exemples plus tard. Il y a aussi à prendre en compte, évidemment, la qualité du champ lexical et de l'univers dans lequel évolue votre mot-clé. C'est-à-dire que si vous voulez vous référencer sur voiture pas chère, vous allez être obligé de parler de voiture d'occasion, de voiture deuxième main. Vous allez être obligé d'utiliser les mots automobile, auto, véhicule. Enfin, vraiment penser tout le spectre lexical du mot-clé et plus seulement l'expression en tant que telle qu'elle peut être tapée par l'internaute. Cette notion d'intention de recherche, elle est directement intégrée maintenant dans un algorithme qui s'appelle Google RankBrain, qui est vraiment la plus grosse évolution de Google ces dernières années,
qui consiste à améliorer de façon drastique la compréhension des requêtes et notamment la compréhension des questions. Vous savez qu'aujourd'hui, quasiment 30% des requêtes qui sont tapées dans Google sont tapées sous forme de questions. Et ça s'explique tout simplement par la montée en puissance des smartphones et de tous les assistants vocaux, où aujourd'hui, on est capable de faire une requête dans un moteur directement en parlant et plus seulement en tapant sur un clavier, ce qui a eu pour effet d'augmenter le nombre de mots-clés qui sont en fait des questions. On le voit notamment sur tout ce qui est recettes de cuisine, sur tout ce qui est tutoriel de bricolage, de décoration, de tout un tas de choses où les gens tapent comment faire une pâte à crêpes, comment faire une tarte aux pommes, ce qui étaient des requêtes qu'on ne voyait pas du tout apparaître il y a une dizaine d'années, où les gens allaient taper tarte aux pommes ou recette tarte aux pommes. Ça, c'est vraiment une évolution qui est assez forte dans le moteur de recherche. Si je prends l'exemple de la requête suivante qui est chaussures Adidas, qu'est-ce que Google détecte derrière l'intention de recherche? Il détecte deux choses. Tout d'abord, il me propose évidemment de l'achat sous la forme d'encarts Google Shopping, qui sont les 5 vignettes que vous pouvez voir directement en dessous de la barre de recherche. Et surtout, Google comprend quoi derrière mon intention de recherche? Il comprend aussi que je veux me rendre au magasin Adidas qui se situe proche de chez moi. Donc, c'est la raison pour laquelle vous voyez apparaître sur la droite de l'écran une carte Google qui me permet directement, en cliquant sur le bouton itinéraire, de me rendre à l'adresse en question. On voit que j'ai en dessous, évidemment, les sites officiels Adidas, ce qui paraît être le résultat le plus pertinent. Donc, en fait, derrière la notion chaussures Adidas, Google ne me fournit absolument aucun site d'information générique. Vous pourrez imaginer avoir l'histoire des chaussures, qui sont les créateurs, comment est-ce que la marque est engagée dans le développement durable, dans la commercialisation durable, etc. Et pas du tout. Google arrive à comprendre que derrière cette requête, les gens veulent acheter ou se rendre en magasin. Si je prends l'exemple d'une requête qui est un peu ambiguë, qui est comment choisir un bon avocat, on voit que Google a détecté que là, on parlait vraiment du côté du métier et qu'on parlait du juridique. Donc là, il n'y a pas du tout d'ambiguïté là-dessus. Cette requête-là, qui auparavant pouvait être ambiguë, Google a détecté grâce à l'analyse des usages des internautes que quand les gens tapaient « choisir un bon avocat », les internautes voulaient en réalité parler vraiment du métier et du milieu juridique et pas du fruit comme on aurait pu l'imaginer. Ce qui n'est pas le cas sur la slide d'après, puisque quand on rajoute le mot « bonne », comment choisir un bon avocat, eh bien cette fois-ci, le premier résultat proposé est un résultat qui est lié au fruit. Comment choisir un avocat mûr? C'est la question qui se pose derrière tout ça. Mais on voit que quand même, Google n'a pas vraiment tranché sur cette requête, puisque directement en dessous, il nous propose cette fois-ci des questions qui sont liées au métier d'avocat et au milieu juridique. Donc tout ça, ça montre bien que Google, derrière le mot-clé pur et dur, il prend en compte tout le contexte de recherche qui est autour et tous les champs lexicaux qui peuvent aller avec ça. Quand je tape pizzeria pas cher, il n'y a pas d'ambiguïté non plus. Google sait très bien que j'ai envie de me rendre dans un établissement qui vend des pizzas. Et si possible, pas cher, c'est la raison pour laquelle il ne me propose que de la livraison ou alors de me rendre dans un point de vente, dans un restaurant. Donc ça, c'est vraiment assez nouveau. Et ce que ça engendre pour vous, c'est tout simplement la manière dont vous allez présenter vos contenus et la manière dont vous allez pouvoir répondre à l'intention de recherche qui se présente derrière tout ça. Dans la même veine, quand je tape aujourd'hui le mot « épidémie », Google a détecté bien évidemment que c'était un sujet d'actualité et que ce que les gens recherchaient sur cette période quand ils tapaient ce mot-clé, ce n'était pas des informations très génériques à la Wikipédia
c'était plutôt de l'information d'actu, de l'actu chaude. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand on tape épidémie, on voit apparaître 3, 4, 5 liens qui sont liés à l'actualité. Ça n'empêche pas Google de toujours proposer les grands marronniers, Wikipédia, Futura Science, etc. dans les résultats de recherche. Mais quand on parle d'opportunité, eh bien, apparaître sur cette page-là via une actualité, lorsque vous en avez la possibilité, c'est une vraie opportunité de trafic et de visibilité. Donc tout ça, c'est lié tout simplement à Google RankBrain, donc qui est un algorithme qui améliore la compréhension de votre comportement dans les moteurs de recherche, qui est basé évidemment sur le machine learning et le deep learning, qui sont des mots qui reviennent très très souvent aujourd'hui quand on parle de digital et quand on parle de marketing. Donc en fait, Google tout simplement apprend et en quelque sorte vous espionne pour comprendre quelles sont vos habitudes de recherche, vos comportements, ce sur quoi vous cliquez, combien de temps vous restez sur le site, est-ce que vous êtes satisfait du résultat que Google vous a proposé. Et tout ça, évidemment, ça influe sur le classement des sites que vous allez aller voir apparaître dans les résultats de recherche. Il faut savoir que Google est en mesure aujourd'hui, sans aucun système de tracking, sans que vous ayez fait l'effort d'installer quelque chose sur votre ordinateur ou sans que vous ayez fait l'effort d'installer un service Google, eh bien, le moteur est malgré tout capable de savoir si vous avez eu plutôt une bonne expérience ou une bonne expérience de la requête que vous avez tapée dans le moteur de recherche. Il est capable de juger ce qui vous plaît et de juger ce qui vous déplaît, et ainsi, il est capable d'adapter la page de résultat pour vous satisfaire au mieux. Je vous rappelle que le but principal de Google est de conserver les internautes au sein de son moteur de recherche et d'augmenter les temps de consultation du moteur. Aujourd'hui, on considère que Google, c'est plus seulement un moteur de recherche, mais c'est avant tout un moteur de réponse dans lequel il veut garder les internautes le plus possible pour une raison simple, c'est que plus on passe de temps sur Google, et plus Google a de facilité à nous vendre de la publicité payante. Vous savez qu'un des critères de scoring de la publicité, ce sont les temps de visionnage, comme ils peuvent exister à la télévision ou à la radio, où les gens se justifient d'une audience et de personnes présentes devant le poste à ce moment-là. Et bien sur le digital, c'est la même chose. Le temps de consultation va être un critère assez important de la qualité et de la facilité derrière à vendre de la pub. C'est la raison pour laquelle Google essaie de nous garder dans tout l'ensemble de ses services. Et aujourd'hui, la satisfaction de l'internaute est devenue un critère SEO comme les autres. On peut imaginer le cas de figure suivant. Un internaute tape un mot-clé dans le moteur de recherche, il clique sur votre lien et instantanément, il clique sur le bouton retour en arrière de son navigateur. Et bien ça, si Google détecte que l'échantillon de personnes qui fait ça est suffisamment représentatif, il va petit à petit déclasser votre résultat parce qu'il aura identifié que vous proposez une mauvaise expérience à l'utilisateur. On va le voir sous le graphique en dessous, qui prouve qu'aujourd'hui, les résultats de recherche ne sont plus figés, mais peuvent évoluer plusieurs fois dans la journée, voire plusieurs fois dans une heure. Puisqu'en fait, tant que l'internaute n'a pas été satisfait de la page de résultats proposée par Google, et ben plus il va continuer à améliorer ses algorithmes en augmentant les critères de certaines notions. Par exemple, il va dire je vais augmenter le poids des backlinks, je vais augmenter le poids de l'ancienneté des domaines, je vais augmenter le poids du volume de mots-clés dans la page, etc. Et tant que vous n'arrivez pas au petit bonhomme vert qui signifie que vous êtes satisfait, et bien Google va tester de nouveaux algorithmes en permanence et Google va vous proposer des résultats un peu différents en permanence jusqu'à ce que vous soyez satisfait de l'expérience que vous avez eue dans le moteur de recherche. Donc tout ça, ça va influer sur quoi l'expérience? Ça va influer sur le choix des mots-clés puisque si vous êtes référencé sur des mots-clés qui ne sont pas directement en relation avec votre marché, eh bien vous allez proposer une mauvaise expérience et donc petit à petit votre référencement va en pâtir. Et au contraire, il faut se poser la question de la pertinence des mots-clés puisque vous pouvez très bien être premier sur un mot-clé,
dont vous allez vous rendre compte qu'en fait, les gens soit n'achètent pas, soit ne lisent pas, soit reviennent en arrière, soit vont voir ailleurs. Et donc tout ça, dans le temps, ça peut effectivement être néfaste pour votre référencement. Donc aujourd'hui, on va avoir 8 points qui vous permettent de bien choisir vos mots-clés et de ne pas faire d'erreur dans votre stratégie de mots-clés et dans votre stratégie de contenu. La première chose à connaître qui peut paraître évidente, mais qu'en réalité, assez peu de gens pratiquent, c'est d'identifier vos personas, c'est-à-dire tout simplement identifier qui sont les gens qui vont arriver sur votre site et qui sont les gens que vous voulez cibler par votre service. Donc, les personas, en fait, c'est tout simplement des stéréotypes d'utilisateurs qui vont vous permettre très simplement de mettre en valeur leurs attentes, leurs freins, ce qu'ils veulent trouver sur leur site, ce qu'ils ne veulent pas trouver sur votre site. Ça va vous permettre en fait d'incarner une sorte de personnage stéréotypé à laquelle vous allez devoir, que vous allez devoir incarner et donc deviner quelles sont les requêtes qui peuvent être tapées par cette personne-là. Si vous ciblez les seniors, par exemple, les seniors n'ont pas du tout le même mode de requêtage que les plus jeunes, etc., etc. Et on voit aussi des différences de requêtes dans les catégories socio-professionnelles, où on a des mots-clés qui ne sont pas du tout tapés par les gens plutôt aisés. Au contraire, on a des requêtes qui sont plus tapées par les gens modestes, mais délaissées par les gens aisés. Enfin, il y a vraiment des critères sociologiques, des critères d'habitude, de métier, de connaissances qui font que les mots-clés diffèrent. C'est la raison pour laquelle il faut essayer un maximum de se mettre à la place des clients et des prospects que vous ciblez. Donc, généralement, pour opérer ce travail-là, on crée ce qu'on appelle une fiche d'identité, c'est-à-dire qu'on va mettre sur papier de manière très scolaire quelles sont les attentes, quels sont comment se prénomme mon stéréotype, quelle tête on veut lui donner, où est-ce qu'il habite, quel âge il a, etc. Et généralement, ça se présente sous cette forme-là. Ici, c'est un travail qu'on a effectué pour un site dans le secteur de l'immobilier, où on a identifié 4 grands personnages qu'on voulait absolument cibler. Et parmi ces 4 grands personnages, il y avait le jeune actif, le primo-accédant, celui qui n'a pas encore acheté de bien, mais qui va, dans l'année, vouloir acheter un bien immobilier pour investir ou alors pour lui. Donc, dans ce contexte-là, on lui a identifié un contexte, voilà, Camille est célibataire, il habite chez ses parents, il veut trouver un appartement, etc., etc. On essaye de deviner un peu ses passions, un peu les marques affinitaires avec lesquelles il pourrait rentrer en contact. Et évidemment, le principal souci qu'on va avoir, c'est de lui donner un objectif. Pourquoi est-ce qu'on veut attirer cette personne sur le site? Et bien, dans ce cas de figure-là, ça va être de pouvoir trouver un appartement dans la ville qu'il veut, dans le budget qu'il veut. Donc, l'objectif, ça va être tout simplement de répondre à sa demande le plus vite possible et du mieux possible. Et derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être en mesure de récolter suffisamment d'annonces pour pouvoir répondre au mieux à ses attentes. Après, on identifie aussi ces obstacles. Qu'est-ce qui peut faire que l'expérience soit mauvaise sur le site ou qu'est-ce qui peut faire qu'on ne réponde pas suffisamment à ses attentes? Et donc, derrière tout ça, on va identifier des grandes thématiques qui vont être utilisées par ce personnage. C'est le deuxième point de la présentation, c'est que maintenant qu'on a identifié notre client potentiel, maintenant qu'on sait ce qu'il veut, ce qu'il recherche, et ben on va tout simplement se mettre à sa place et identifier quelles sont les thématiques qu'il va pouvoir rechercher. Donc, si je reprends le même stéréotype de personnage, qu'est-ce qu'il va taper? Il va taper des requêtes probablement très transactionnelles, très commerciales, où il va indiquer achat appartement Clermont-Ferrand, achat appartement tel quartier, achat plus le prix qu'il souhaite y mettre. Donc ça, c'est des informations très transactionnelles. Mais on a aussi des thématiques qui sont plus en amont de la recherche et sur lesquelles il peut être potentiellement pertinent d'être présent sur Internet. Par exemple, il va peut-être se poser la question de comment rénover son appartement, quelles sont les règles de rénovation dans une copropriété, comment refaire l'électricité, etc., etc.
Il peut potentiellement se poser des questions sur le financement. Il va sûrement rechercher des conseils pour pas se tromper, comment bien choisir, quelles sont les démarches administratives. Il va certainement aussi vouloir aller quelque part, c'est-à-dire il va probablement vouloir aller à une agence immobilière pour se faire aider. Il va peut-être rechercher des notaires, etc., etc. Donc, l'univers de recherche autour de l'immobilier, il est vraiment très, très large. Il peut aller de l'univers du bricolage à l'administratif, en passant par le point de rencontre physique avec l'agence, le notaire, etc., etc. Donc, en fonction du service que vous proposez, vous allez d'ores et déjà, d'office, éliminer des pans de mots-clés qui ne vous intéressent pas du tout. Si vous êtes une agence immobilière, le côté rénovation, financement, tout ça, c'est des pans de mots-clés qui ne vont pas vous attirer directement. Donc, c'est des pans de mots-clés que vous allez pouvoir éliminer d'office. En revanche, si vous êtes une agence, il va vous falloir vous positionner principalement sur la première thématique, qui est l'achat d'appartements, comment répondre au mieux à la question de l'internaute. Mais pour ce même personnage-là, si vous êtes dans le secteur du BTP, par exemple, eh bien, évidemment, le côté rénovation, le côté le côté financement, le côté conseil, et ben, tout ça, ça va potentiellement vous intéresser. Et le côté achat, moins, puisque ce n'est pas un service que vous proposez. Donc, derrière tout ça, on va être capable, en fonction des thématiques, eh ben, d'identifier les mots-clés qui vont rentrer dans ces thématiques-là. Et donc, il y a évidemment une recherche de mots-clés qui va être obligatoire. C'est le troisième acte de la présentation. C'est que maintenant que vous avez identifié les thématiques sur lesquelles vous voulez être placé, eh bien, il va falloir procéder à la recherche de mots-clés. C'est-à-dire qu'il va falloir utiliser des outils du marché, qui sont principalement des outils Google, évidemment, puisque c'est aujourd'hui le seul outil qui donne des informations suffisamment précises et qui donne des statistiques réelles du marché. Donc, ça va être principalement des outils Google qui vont nous aider tout simplement à identifier des mots-clés. On va tous les parcourir en détail, mais le premier, c'est Google Keyword Planner, qui est notamment utilisé pour les campagnes de référencement payant, où là, on va même jusqu'au niveau de la qualité, jusqu'au niveau du coût par clic, jusqu'au niveau du volume de recherche. Donc là, c'est vraiment l'outil qui va nous fournir les données les plus précises. Et tous les autres outils, je les redétaillerai plus tard dans la présentation. Donc, Google Keyword Planner, il fonctionne de manière assez simple. Il a deux modes de fonctionnement, cet outil-là. Le premier mode de fonctionnement, c'est vous ne connaissez pas du tout les mots-clés et vous voulez avoir des idées de mots-clés qui sont recherchés par les internautes. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. Donc, en fonction d'un mot-clé, Google va nous proposer des mots-clés directement en relation avec celui-ci. Et le deuxième mode de fonctionnement, c'est que vous connaissez déjà les mots-clés et vous voulez savoir combien de fois ils sont tapés par l'internaute. Et ça, c'est la deuxième version d'utilisation de cet outil. Mais la finalité est la même. C'est d'obtenir l'écran que vous voyez ici en bas avec les petites courbes bleues. Donc, si je reprends mon exemple, ce qu'on appelle en mots-clés amorphes, c'est-à-dire en mots-clés de départ sur lequel je veux digresser et trouver des informations complémentaires, eh bien, j'ai tapé le mot-clé achat appartement Clermont-Ferrand. Et pour ce mot-clé-là, il m'en propose quasiment une infinité, on va dire. Il m'en propose vraiment beaucoup. Je crois que le premier écran de départ, c'est 500 mots-clés et après, on peut en trouver encore plein. Donc, si je reprends mon exemple là, achat appartement Clermont-Ferrand, il me propose quoi? Il me propose appartement à louer, studio Clermont-Ferrand, logement Clermont-Ferrand, se loger à Clermont-Ferrand, appartement Clermont-Ferrand achat, etc., etc. Donc, dans cette page-là, eh bien, vous allez tout simplement identifier des mots-clés connexes directement en relation avec le mot-clé de départ et vous allez être capable directement de le scorer, c'est-à-dire de lui donner un indice de qualité en fonction du volume de recherche, en fonction de la concurrence et même, pourquoi pas, en fonction du coût par clic que les gens sont capables de dépenser. Donc, on y reviendra plus tard sur cette notion de volume, de qualité, etc.
Donc après, c'est tout simple, hein, il suffit de faire sa liste de courses en cochant les mots-clés qu'on veut conserver, en cochant les mots-clés qu'on trouve intéressants. Donc il suffit de les sélectionner et ensuite vous voyez apparaître en bleu un bandeau qui s'appelle 10 lignes sélectionnées et vous pouvez ce qu'on appelle ajouter des mots-clés à un plan et après ce plan, vous allez pouvoir le télécharger et obtenir sous format Excel toutes les données de vos mots-clés. Google Keyword Planner vous donne aussi des estimations de potentiel trafic et de potentielle conversion dans le cas où vous faites du référencement payant. Donc, ce qui vous donne un excellent indice de la qualité des mots-clés, puisque si vos concurrents sont capables d'enchérir sur des mots-clés, c'est qu'ils ont identifié qu'ils étaient utiles pour leur business et donc ils généraient des transactions, ils généraient du chiffre d'affaires. Donc tout ça, ce sont des mots-clés que vous allez devoir également travailler en référencement naturel, parce que si vous arrivez à très bien vous référencer en référencement naturel, eh bien ça va être des dépenses en moins que vous n'aurez pas à faire sur des référencements payants. Donc là, par exemple, j'avais sélectionné une liste de 10 mots-clés, et ces 10 mots-clés, Google estime qu'ils sont capables de me faire 14 transactions si je les utilisais dans le cadre d'un référencement payant, ce qui veut dire que ce sont des mots-clés de plutôt bonne qualité et qui génèrent tout de suite des transactions sur le site. Donc voilà pour la partie identification de mots-clés et scoring. La deuxième partie, ça va être ce qu'on appelle les tendances de recherche. Ça va vous permettre de comparer 2 mots-clés ou 3 mots-clés et de voir quand est-ce qu'ils sont le plus recherchés et comment ils se situent les uns par rapport aux autres. Donc ici, j'ai pris 3 mots-clés qui sont relativement similaires et qui possèdent les 3 mêmes volumes de recherche. Donc là, il n'y a pas vraiment d'arbitrage à faire puisqu'on constate que les mots-clés sont plutôt assez équivalents. En revanche, sur ce deuxième écran où j'ai tapé achat appartement Clermont-Ferrand tout court, donc il se situe en jaune, on voit qu'il est beaucoup plus tapé. Pardon, c'est appartement Clermont-Ferrand qui est beaucoup plus tapé que les 2 autres qui contiennent le mot achat et qui contiennent le mot vente. Ce qui est intéressant sur cet outil Google Trends, c'est que vous pouvez voir les pics de trafic sur cette requête et donc anticiper dans le futur un référencement naturel en disant, eh bien, je vois que tous les mois de juin, par exemple, les requêtes sont à leur top niveau. Donc, ça veut dire que je vais devoir préparer mon année de référencement naturel en me disant, il faut que je sois prêt pour le mois de juin. Et il faut que j'obtienne mon référencement maximal au mois de juin pour pouvoir, à cette période-là, récolter le maximum de requêtes. On voit bien d'ailleurs sur la courbe jaune l'effet du confinement, puisque les volumes de recherche en mars, avril, et elles remontent un peu en début mai, mais on voit bien qu'en mars-avril, ces requêtes ont totalement été abandonnées par les internautes du fait de la conjoncture. Donc, ce même outil-là, Google Trends, nous permet également d'identifier tout d'abord les régions dans lesquelles ces mots-clés sont le plus tapés. Donc, on voit par exemple que le mot-clé achat appartement Clermont-Ferrand, il est quand même assez tapé, par exemple, en région parisienne, puisqu'on voit que la carte est coloriée. Il est aussi très tapé en Limousin, etc., etc. Donc là, ça permet encore une fois, alors pas vraiment pour le référencement naturel, mais là, c'est plutôt pour le référencement payant, ça vous permet de cibler des zones dans lesquelles vous devez afficher vos publicités pour obtenir le maximum de clics. Dans le cas du référencement naturel, cette information-là géographique a assez peu d'impact, sauf si vous voulez créer des contenus spécifiques. Vous êtes parisien, vous recherchez un appartement Clermont-Ferrand, on vous propose tel et tel et tel service. Ça vous permet également d'identifier des sujets connexes, où là, il y a un rapport direct avec le référencement naturel, puisqu'on voit que quand on tape achat appartement Clermont-Ferrand, et bien souvent, les gens ils recherchent un quartier à côté. C'est-à-dire qu'ils vont affiner leur requête en disant appartement Clermont-Ferrand, quartier Les Salins, quartier Balinvilliers, quartier Nord, etc. etc. On voit évidemment en deuxième sujet associé qu'il y a une agence immobilière,
que les gens veulent savoir où se situent les lycées les plus proches, puisque Clermont-Ferrand est une ville étudiante, donc il y a beaucoup de logements étudiants. C'est la raison pour laquelle ces sujets-là ressortent en top recherche. Et puis on retrouve Histoire, que j'explique un peu moins, et puis une autre agence immobilière. Et enfin, dans l'écran qui se situe en bas à droite, on voit directement les requêtes associées aux mots-clés amorces que j'ai mis dans Google Trends et qui me permettent, encore une fois, d'identifier des nouveaux sujets qui ont des relations directes et que vous allez devoir intégrer lors de la rédaction de vos pages et pourquoi pas même les intégrer carrément dans votre arborescence et créer directement des pages de catégorie ou des pages Carrefour qui vont contenir ces requêtes associées. L'autre outil qui est très utile et qu'on devrait regarder tous les jours pour avoir un suivi maximal, c'est Google Search Console, qui cette fois ne vous permet pas de détecter de nouveaux mots-clés, mais vous permet de savoir de façon exhaustive quels sont les mots-clés sur lesquels vous ressortez. Et parfois, on peut avoir des surprises. Parfois, on peut se rendre compte qu'on est très bien positionné sur un mot-clé qui n'a aucun intérêt pour nous. Et à ce moment-là, ça nous permet de détecter des réoptimisations, de la réorientation de contenu, de modifier la rédaction de sa page pour ne plus apparaître sur ce mot-clé-là qui est parasitique. Parce que être premier sur un mot-clé, c'est très bien. Encore faut-il que les gens aient une expérience de votre site sur ce mot-clé qui soit suffisamment qualitative pour pouvoir conserver la position d'une part et pour ne pas être déceptif et pour ne pas dégrader votre score de qualité Google. Donc, dans cet outil Search Console, vous allez pouvoir fouiller vraiment très loin dans les résultats pour trouver des petites expressions clés, des petits mots-clés que vous n'auriez pas eu forcément à l'esprit de prime abord. Mais vous pouvez identifier, par exemple, tous les mots-clés qui ont fait entre 1000 et 2000 impressions. Ce sont des mots-clés qui ont été assez peu affichés, mais dont vous avez eu des clics. Ça veut dire qu'il y a une association parfaite entre le mot-clé et votre site. Et dans ces cas-là, on va se poser la question de comment améliorer ma position sur mon mot-clé de plusieurs manières, soit en améliorant la page de résultats sur laquelle je suis référencé, ou alors en créant de nouveaux contenus qui vont me permettre d'améliorer cette page. Donc, Search Console aussi fait partie des outils qui sont le plus intéressant et sur lesquels vous avez des données réelles de ce qui se passe sur votre site avec ces mots-clés-là. Ce qui, je le rappelle, n'est plus le cas avec Google Analytics, qui masque via le Not Provided les mots-clés qui ont permis d'arriver sur votre site. Dans les outils un peu marrants et un peu utiles, on en a deux qui ont à peu près le même mode de fonctionnement, qui s'appelle Answer the Public, le premier, et Also Asked, le deuxième. Ces outils-là permettent d'identifier toutes les questions que se posent les internautes sur un sujet précis. Donc, dans le cadre d'Answer the Public, j'ai tapé ma même requête achat appartement, et j'ai obtenu le diagramme suivant. J'ai obtenu vraiment toutes les questions que se posent les internautes sur cet univers-là. Et ces questions-là sont issues de Google Suggest. Donc, ce sont des requêtes qui sont effectivement tapées par l'internaute dans le moteur de recherche. Donc là, je vais être capable d'aller y piocher des bonnes idées pour créer du contenu, pour répondre à cette question-là, pour mettre en relation les questions, les tensions avec mes produits ou avec mes services. Et ça va me permettre de trouver des idées de création de contenu et de développement de contenu. Je vous rappelle qu'un des enjeux les plus importants du référencement naturel, c'est de créer des contenus qui vont être suffisamment utiles à l'internaute et intéressants à l'internaute. Donc, si vous êtes en mesure de répondre à leurs questions et à leurs problèmes, eh bien, vous allez avoir un score de qualité Google qui va être suffisamment bon pour ressortir correctement. Dans le même outil, j'ai aussi non plus des questions, mais toutes les prépositions qui sont tapées avec le mot-clé de départ.
Ça vous permet également de trouver des mots-clés en épluchant tous les diagrammes. Vous allez voir que les gens recherchent des appartements proches de chez eux ou avec quelque chose ou comme quelque chose. Et ça, encore une fois, ça va vous permettre de développer votre arborescence ou de créer de nouvelles pages. Le deuxième outil qui s'appelle Also Asked, lui, il marche de manière un peu différente. Lui, il récupère uniquement les encarts qui s'appellent People Also Asked, qui sont des encarts que vous pouvez voir dans les pages aux résultats Google, où quand vous tapez un mot-clé ou une question dans Google, généralement, vous allez voir apparaître un encart avec plusieurs questions directement en relation avec votre requête. Eh bien, cet outil-là, en fait, il ne fait questionner Google et récupérer les informations de Google pour identifier les questions connexes qui sont directement liées à votre requête initiale. Donc, si on prend l'exemple de comment faire pour acheter un appartement, eh bien, j'ai quasiment une trentaine de questions associées qui peuvent se poser directement sur cette thématique-là. Donc là encore, c'est très intéressant pour pouvoir développer l'utilité de votre contenu et détecter des mots-clés que vous n'auriez pas forcément vus au départ de la réflexion. Donc, comme je le disais, Also Asked, il récupère ces petits encarts-là qui s'appellent autres questions posées et qui permettent d'identifier, là en l'occurrence, quels sont les paliers de budget que les gens se donnent. Donc, on voit que ça va de 10 000 en 10 000. On voit aussi que le premier résultat sur la requête « Quel salaire pour emprunter 200 000 euros ?» est un résultat qu'on appelle 0 et qui est suffisamment bien rédigé pour obtenir une position qui soit avant même la position 1. Donc là encore, c'est une mine d'informations assez énorme. Dans les petites astuces classiques, on a évidemment Google Suggest qui tout simplement vous propose des mots-clés au fur et à mesure que vous allez pouvoir taper la requête dans l'internaute. Ensuite, dans les outils, donc là, il n'y a pas vraiment de surprise, c'est voilà, un outil que tout le monde connaît. Et voilà, et maintenant qu'on a une liste de mots-clés qui peut potentiellement être gigantesque, la question, ça va être de les prioriser et notamment de les scorer pour savoir est-ce que ça vaut le coup que je fasse des efforts ou non sur ces mots-clés-là. Donc, pour scorer un mot-clé, on a plusieurs métriques qui vont nous permettre de faire ça. Le premier, évidemment, c'est le volume de recherche. Aujourd'hui, c'est inutile d'aller se référencer sur un mot-clé qui n'est pas tapé par les internautes. Ça n'aurait pas de sens, ce serait du temps perdu. Donc, le volume de recherche va être vraiment le KPI primordial. Ensuite, on a la concurrence qui va nous donner une idée de la difficulté qu'on va avoir sur la requête. On a évidemment la position qu'on obtient déjà, puisqu'il est plus facile d'améliorer la position sur un mot-clé sur lequel on a déjà des places, plutôt que de partir de zéro. Et le quatrième KPI, ça va être évidemment le nombre de résultats, puisque plus j'ai de concurrence sur un mot-clé en Google Ads, et plus il va être difficile de se référencer en naturel. Donc malheureusement, pour faire ce travail-là, on est obligé de passer par des outils marchés qui sont généralement payants, qui sont des outils de type web ranking et qui permettent de récupérer toutes ces informations-là. Donc je vous ai mis à l'écran un exemple de liste de mots-clés qu'on produit à l'agence et qui nous permettent d'identifier les opportunités de façon très rapide. On voit par exemple que la première colonne, j'ai le mot-clé. La seconde colonne, j'ai le volume de recherche associé. Donc déjà, je peux faire un premier tri en fonction des mots-clés qui sont le plus tapés. Et directement à côté, je mets la position obtenue. Donc là par exemple, un des mots-clés qui serait à optimiser en priorité, ce serait le mot-clé paradis fiscal pour plusieurs raisons. D'une part, c'est que le mot-clé est très tapé. D'autre part, j'ai déjà des positions sur ce mot-clé-là. Et en plus, je suis en troisième page. Je suis en deuxième page, donc si j'arrivais à rentrer en première page, ça me ferait gagner un nombre de clics vraiment significatif. On voit en plus que je n'ai pas beaucoup de résultats de recherche. Par contre, j'ai un petit peu de concurrence sur les CPC. Donc, probablement que je vais mettre plus de temps à passer en page 1 qu'un mot-clé où je n'ai pas du tout de concurrence. Donc, ce fichier-là est vraiment central parce qu'il va vous permettre de prioriser les actions, les efforts de création de contenu
et les optimisations d'arborescence que vous devrez mettre en place. Ensuite, une notion qui est importante, et je les ai abordées en introduction, ce sont ce qu'on appelle les micro-moments, c'est-à-dire qu'en fonction de chaque mot-clé, Google ne va pas identifier la même intention de recherche. Donc, les micro-moments, c'est un concept marketing qui est développé par Google et qui décrit 4 grandes phases et 4 grandes typologies de mots-clés. La première typologie de mots-clés, ce sont les mots-clés du type « je veux savoir », ce qui sont des mots-clés très informationnels et qui sont très éloignés de l'acte d'achat. Donc, ça va être comment choisir son premier appartement, les démarches administratives pour un achat, etc., etc. Le deuxième type de requête, c'est des requêtes du type « je veux aller quelque part ». Donc, ça va être typiquement adresse foncière Clermont-Ferrand ou agence immobilière Clermont-Ferrand, où derrière ça, Google va identifier qu'on veut se rendre à un point physique. Ça peut être aussi, comme on l'a vu en introduction, pizza pas cher ou livraison de pizza. On a des requêtes qui sont plutôt de type « je veux faire ». Donc là, ça va être des questions. Ça va être des requêtes très conversationnelles qui vont être souvent liées au smartphone ou aux assistants vocaux, qui peuvent être intéressantes pour pas mal de clients sur beaucoup de marchés et sur lesquels il va falloir développer des contenus qui répondent à ces questions. Et le dernier élément, c'est « je veux acheter ». Alors là, c'est des requêtes très transactionnelles dont on sait que dans la journée ou dans la semaine, il va y avoir un acte d'achat qui va être précédé de ces requêtes. Donc, c'est des requêtes qui sont souvent très concurrencées puisque c'est des requêtes qui transforment. Et c'est souvent les requêtes sur lesquelles il y a plus de concurrence puisque c'est des mots-clés qui génèrent beaucoup de business. Donc, Google les a appelés de cette façon-là, I want to know, I want to go, I want to do, I want to buy. Et on a la possibilité de classer ces mots-clés-là dans ces 4 grandes catégories, ce qui va nous permettre d'apparaître à plusieurs endroits du cycle d'achat des clients et de différencier la typologie de contenu qu'on doit créer en fonction de ces différents moments-là. Donc, une fois qu'on a nos mots-clés, une fois qu'on les a thématisés, une fois qu'on les a scorés, la question qui va se poser pour beaucoup de gens, c'est comment est-ce qu'on va les utiliser et comment est-ce qu'on va pouvoir se référencer dessus. Donc là, il y a plusieurs questions à se poser. La première, bien évidemment, c'est est-ce que vous avez les contenus qui sont suffisants pour pouvoir se référencer? Si vous voulez vous référencer sur voiture pas chère et qu'à aucun moment sur votre site, il n'y a ni le mot-clé, ni la page de contenu qui va avec, évidemment, il va être impossible de se référencer. Donc, la première question à se poser, c'est est-ce que vous avez des contenus? Et sinon, est-ce que vous êtes en mesure de les rédiger et de produire un nombre de pages suffisant pour pouvoir positionner ces mots-clés? La deuxième question qu'on va se poser, c'est l'organisation des contenus. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour organiser de façon thématique les contenus et que Google retrouve les informations le plus vite possible? Le troisième élément à avoir en tête, c'est qu'il faut bien évidemment rédiger en pensant aux balises SEO et aux mots-clés qu'on va pouvoir intégrer dans les textes. Donc, évidemment, il y a le titre de la page, la description, le H1 et le texte qui sont des endroits primordiaux sur lesquels vous devez intégrer vos mots-clés. Et puis, la dernière étape, c'est d'adopter un mode de rédaction qui est vraiment réfléchi pour le référencement, mais surtout qui est réfléchi par rapport à l'utilité, à la hiérarchie de vos textes et de vos idées. Il ne faut plus aujourd'hui rédiger uniquement pour les moteurs de recherche, il faut rédiger avant tout pour l'internaute et penser avant tout à l'utilité de vos contenus. L'organisation de vos contenus et leur scénarisation vont avoir un rôle puisque plus vous allez faire des liens entre vos pages dans des thématiques qui sont très proches, et plus les pages que vous allez lier vont être reconnues comme pertinentes par Google. Si je prends l'exemple du mot-clé « vélo pour femmes », pour se référencer sur ce mot-clé-là, vous allez devoir non seulement créer la page « vélo pour femmes », mais aussi créer tout un tas de sous-pages, de pages filles, qui vont être directement en relation avec cette thématique-là et qui vont toutes faire des liens vers la page mère pour pouvoir la référencer et pour pouvoir améliorer leur référencement. Donc, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, je vous disais de thématiser et de classer vos mots-clés, puisque quand vous allez vous dire « Aujourd'hui, ce mois-ci, je travaille le mot-clé « vélo pour femmes », et bien grâce à votre liste de mots-clés, vous allez pouvoir directement identifier quelles sont les autres pages que vous allez devoir créer pour pouvoir vous référencer.
Le 7e acte, je vais passer rapidement là-dessus puisque j'ai déjà abordé, c'est comment identifier les opportunités de mots-clés grâce au Search Console. Le premier élément, bien évidemment, ça va être les mots-clés sur lesquels vous êtes mal positionné. Il va falloir améliorer de façon significative leur position. Soit en retravaillant la page de résultats, soit en créant de nouvelles pages, soit en optimisant la rédaction. Et ces 3 optimisations-là vont vous permettre d'améliorer votre position. Vous pouvez aussi regarder quels sont les mots-clés sur lesquels vous faites des impressions et pas de clics. Ça veut dire que vous êtes plutôt visible, mais que les gens ne vont pas sur votre site. Ça peut être un problème d'ergonomie, ça peut être un problème de contenu, ça peut être tout un tas de choses. En général, on conseille de travailler en priorité les mots-clés en page 2, puisque ce sont généralement ceux qui présentent le moins d'efforts à faire pour rentrer en page 1. Et puis voilà, est-ce que vous avez des mots-clés inutiles qui viennent un peu polluer et qui viennent un peu diminuer votre score de qualité? Donc, si je prends un exemple très rapide, ici, on voit par exemple que sur le mot-clé bijouterie, je suis 13e. Donc, j'aurai assez peu d'efforts pour rentrer en première page. Et on voit que je fais quand même beaucoup d'impressions, puisque le site a été imprimé 34 000 fois. Et cliquer seulement 1% des cas. Donc, cette requête-là, bijouterie, en optimisant très rapidement la page, je serai capable de rentrer en première page et d'augmenter significativement le nombre de clics. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le premier mot-clé qui s'appelle les Georgettes, parce que je suis déjà à peu près 5e. Et les efforts que ça va me demander pour passer 4e ou 3e, ils vont être énormes pour un gain de clics qui n'est pas forcément significatif. Donc, voilà un peu comment on peut identifier les opportunités. Et le dernier élément, c'est évidemment, lorsque vous en avez la possibilité et lorsque vous faites des campagnes payantes, c'est d'analyser les résultats de votre compte Google Ads, puisque vous allez être capable d'identifier quels sont les mots-clés qui ont le plus converti, quels sont les mots-clés qui ont fait le plus de clics, d'identifier si vous êtes bien positionné ou mal positionné sur les mots-clés sur lesquels vous faites de la publicité. Et puis, ça vous permet d'identifier est-ce que vous avez des contenus suffisants sur les mots-clés que vous achetez en payant. L'avantage du référencement naturel, c'est que quand on retravaille les pages de résultats, ça augmente le score de qualité Google Ads et généralement, ça vous fait payer les clics beaucoup moins cher que si vous arriviez sur une page de résultats qui n'était pas du tout optimisée. Donc voilà, le SEO, c'est vraiment un travail de fond à opérer qui va vous permettre également d'améliorer le score de qualité de votre compte publicitaire et donc de payer les clics moins cher. Donc, quoi retenir de cette présentation? La première, c'est que malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans Google et c'est que Google est l'outil numéro 1 qui va nous donner le maximum de statistiques et de KPI. Vous trouverez sans problème des outils gratuits dans Google qui vont vous permettre de trouver les mots-clés ou d'identifier les recherches connexes. Mais malgré tout, c'est Google qui va être capable de vous les scorer de façon très précise, notamment en termes de volume de recherche. Le deuxième conseil, évidemment, c'est que malheureusement, il n'y a pas de référencement sans contenu et qu'aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre, la qualité et la quantité des contenus. Sans contenu, pas de SEO. Et au lieu de viser un mot-clé précis, visez plutôt une thématique avec le contenu qui va avec. N'hésitez pas à développer plusieurs thèmes, à rédiger plusieurs pages sur un même thème. Ça va vous permettre de grandement augmenter d'une part le volume de pages de qualité qui est indexé et d'autre part de servir de support pour le linking interne et pour les positionnements en général. Donc, cette présentation est terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. Et on va passer tout de suite aux questions-réponses que vous pouvez me faire passer par le chat Google Meet. Merci à vous tous.